Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Jeune Afrique et pas parler de Jeune Afrique. En fait, on va parler d'un produit qui est une marque dérivée en quelque sorte de Jeune Afrique, qui s'appelle Jeune Afrique Pictures, qui est en ligne depuis à peu près un an. Et vous disiez 30 000, mais en fait, on peut monter un peu plus haut, puisqu'en fait, effectivement, alors je peux pas parler de trésor de guerre, mais on a accompagné l'histoire de l'Afrique. C'est historique chez Jeune Afrique, c'est son ADN. On a 60 000 photos qui couvrent toute l'histoire du continent africain, plutôt francophone souvent, puisque c'est notre terrain naturel, on va dire. Et puis ça représente le travail de 400 photographes environ, des photographes qui continuent aujourd'hui de travailler pour nous partout en Afrique. Donc on va juste regarder ça. Donc c'est un fonds qui continue d'évoluer en permanence. Parce qu'on fait de l'actu, l'idée c'est aussi maintenant de le faire évoluer pour donner une autre image de l'Afrique, pour faire découvrir à travers l'Afrique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait une petite tentative sur des choses comme Photolia ou Dreamstime ou ce genre de choses. Vous recherchez des photos africaines. Ce que vous allez trouver, c'est des lions, des zèbres, des danses traditionnelles. Donc c'est en fait notre regard sur l'Afrique, qui n'est pas du tout le bon évidemment. Et souvent ça va d'ailleurs illustrer des blogs de tourisme la plupart du temps. Voilà, donc nous, bien évidemment, on est très éloigné de ça. Je vais vous montrer des petits exemples. Et puis l'autre chose qu'on avait constaté, c'est que du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'offres pour les Africains, par les Africains, qui montrent réellement la réalité du terrain, qui leur montrent leur histoire, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? On avait des demandes entrantes naturelles, c'est-à-dire que les gens venaient vers nous, nous disaient, on aimerait bien utiliser vos photos, comment on peut faire? Alors, ça a été une sorte d'artisanat pendant très longtemps. Et on s'est dit qu'il y avait une opportunité à saisir pour étendre notre modèle économique. Alors voilà, qu'est-ce qu'on couvre? Alors on parle toujours de photos d'histoire. Les photos d'histoire, c'est par exemple les présidents Nkrumah et Bourguiba à Tunis en 1961. Ça, c'est Jeune Afrique. On connaît tous ce genre de photos. Il y en a énormément, des photos d'ailleurs qui peuvent être très personnelles, très intimes, des choses qu'on a nulle part ailleurs, ou des photos qui sont beaucoup plus connues. On va trouver beaucoup de photos de présidents africains avec Kennedy ou ce genre de choses. On va trouver d'autres choses aussi, on va trouver beaucoup de choses autour du lifestyle, de la culture africaine. Donc là, c'est Stromae, qui est une véritable star évidemment en Europe, mais aussi en Afrique. Il a des origines rwandaises, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça, c'est une séance de photos spécialement pour Jeune Afrique. Moi, j'aime beaucoup Stromae et j'aime beaucoup les photos qui ont été faites lors de ce reportage, donc vous en verrez d'autres. Et puis c'est aussi le boulevard Lumumba à Kinshasa, parce que voilà, c'est ça, c'est la vie quotidienne. Je vous ai pas mis de photos après d'entreprises, de terrain, parce qu'on a l'habitude de les voir avec des scrappers, ce genre de choses. Mais j'aime énormément, là, régulièrement, je vais voir dans la base de données et je vois la vie africaine telle qu'elle est prise en photo, telle qu'elle est saisie au jour le jour. Alors pourquoi la demande augmente? Parce qu'elle augmente en fait. On l'a dit plusieurs fois ce matin au travers du Monde Afrique, c'est qu'il y a une croissance qu'on ne peut pas nier en Afrique, et donc il y a des médias qui se structurent, il y a des entreprises qui sont de plus en plus intéressées par l'Afrique, il y a des institutions, etc. Et tous ces gens-là commencent à consommer ou consomment de plus en plus de médias et sont de plus en plus demandeurs en fait, que ce soit des entreprises hors Afrique ou typiquement africaines. C'est une demande donc qui devient locale, c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement c'est le marché africain qui consomme des médias, là où avant peut-être c'était en dehors de l'Afrique. Jusqu'à présent, quand ces gens avaient besoin de médias, quand ces entreprises, ces institutions avaient besoin de médias, en fait c'est très compliqué pour eux. En fait il fallait qu'il y ait une espèce de bouche à oreille, de réseau, pour aller déterminer qui avait les bonnes photos, ou alors il fallait carrément faire produire de la photo ou du média qui pouvait servir. C'était très fragmenté. Autre chose, les conditions commerciales étaient assez obscures, on ne savait pas trop sur quoi parier en termes de prix, quels étaient les droits, comment ça marchait, ou ce genre de choses. Donc en 2013, le groupe Jeune Afrique, j'étais pas encore là, je suis depuis septembre au groupe Jeune Afrique, mais le Jeune Afrique commence à travailler sur ce projet donc de marketplace pour de la photographie. Alors la première chose qu'on s'est dit, c'est donc une plateforme B2B, donc il n'est pas question de recréer une sorte de photolia africain. On va pas on va pas utiliser de photos faites par des gens qui posteraient ça comme ils postent leurs photos de vacances pour les revendre ou ce genre de choses. C'est vraiment une plateforme B2B qui a destiné donc de la photo plutôt de qualité, plateforme B2B plutôt pour les photographes ou des photographes semi-amateurs ou semi-professionnels, c'est comme vous voulez. Ça c'est très important parce que du coup, la notion d'audience, la notion de millions d'inscrits, ce genre de choses, autant ça marche très bien pour ce qu'on fait au jour le jour, qui est de l'actu économique, qui est de l'actu politique, sociale, etc. Autant là, on est sur des choses beaucoup plus restreintes en termes de consommation.
C'est un site e-commerce également, donc là on voulait absolument permettre un achat partout en Afrique, partout dans le monde, donc c'est un vrai site e-commerce, notamment avec un système de devisage qui permet de bien prévoir son achat, combien ça va coûter et qu'est-ce que j'achète concrètement en termes de droits et de durée. C'est une place de marché, autrement dit, nous mettons nos propres photos, mais les photographes avec qui nous travaillons, et tous les photographes de manière générale qui travaillent sur l'Afrique, peuvent passer par cet outil pour pouvoir vendre leurs photos. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est qu'on achète une série de photos réduites dans le travail d'un photographe, et le photographe peut vendre par ailleurs la suite ou toutes les photos qui n'ont pas été sélectionnées sur cette marketplace. Et c'est la vitrine d'un savoir-faire aussi, c'est-à-dire qu'en exposant ces photos, leur qualité, la couverture, une sorte d'exhaustivité, on va dire, on a aussi un travail maintenant de prise de reportage. C'est-à-dire que les gens nous demandent d'aller faire des reportages. Alors les gens, ça peut être des institutions, des entreprises ou d'autres médias d'ailleurs, d'aller envoyer un photographe à tel ou tel endroit pour faire un reportage photo. Voilà, donc en un mot, le projet, c'était de passer à quelque chose de ponctuel, à une offre numérique plutôt structurée, puisque cette offre n'existe bien évidemment que sous la forme d'un site. Alors pour le groupe, j'ai dû faire un certain nombre d'interviews pour savoir un peu avoir un feedback sur ce qui s'était passé, puisque j'ai pas directement participé à ce projet-là. Donc ça a été un vrai défi humain et technique, puisqu'en fait c'était un objet qui était très très différent de ce que faisaient aujourd'hui les ensembles des unités du groupe. On a de l'events, on a du média, on a ce genre de choses. Là il s'agit de construire une base de données de contenu indexée qu'il faut relier, il faut construire un moteur de recherche, il faut un flux d'indexation quotidien, ce genre de choses. Les choses sont un peu étrangères au groupe. Ils ont donc dû changer l'organisation, on a changé l'organisation et on a construit un outil. Et puis ce qu'on voulait, c'était avoir une interface utilisateur, un outil, un objet qui soit au plus près de ce qui se fait sur d'autres plateformes très connues que sont notamment Photolia ou Dreamstime. Puisque nos acheteurs sont ni iconographes ni photographes la plupart du temps. Donc ça donne quoi? Eh bien ça donne d'abord un travail assez gris que j'ai mis en bas là, avec le DAM, là, qui est une espèce d'acronyme pour Digital Asset Management, et puis le fond qui est la base de données. Donc ça c'est un outil interne dont on se sert pour alimenter la base, l'indexer, la manipuler, la rechercher, la mettre à jour, etc., etc. Elle est manipulée en interne par les iconos, bien évidemment, et puis des photographes externes peuvent également y accéder pour aller mettre leur contenu à eux. Et puis au-dessus, pour les acheteurs, on a construit donc le jeuneafriquepicture.com qui permet donc aux acheteurs d'aller rechercher leurs photos, de les choisir, de les mettre en panier, en favori, de les faire deviser, etc., etc. Et qui est bien évidemment quelque chose de beaucoup plus sympathique à utiliser que ce qui se trouve en dessous. Alors en termes de temps, la partie grise, la partie plus technique, c'est janvier 2013, juillet 2013, avec l'assistance d'un partenaire qui est spécialisé là-dedans. Donc c'est un boulot extrêmement minutieux et qui est plutôt très très bien fait. Et puis après, quelque chose qui est à mi-chemin entre la technologie, l'ergonomie, le commercial, le marketing. Donc c'est septembre 2013, janvier 2014. C'est pas tout à fait vrai en fait, il y a eu un petit dérapage au passage. On a dérapé jusqu'en avril 2014 parce que le projet comportait en fait une partie d'analyse automatique des photos pour l'indexation, pour aider à l'indexation, qui s'est révélée ne pas être possible. Et donc maintenant, tout se fait à la main. Alors ça tient au fait qu'il faut très très bien connaître l'Afrique pour indexer correctement des photos et qu'un robot va avoir vraiment du mal à le faire. Voilà, donc ça représente 16 mois de travail jusqu'en 2014, on vient de le voir. Et ça donne ça à la fin. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement qualitatif. Ça, les photographes y tenaient énormément. C'est-à-dire qu'ils voulaient pouvoir exposer leurs photos. Pardon. Ils voulaient pouvoir exposer leurs photos. Donc quelque chose qui avait vraiment une apparence aussi qualitative que possible. C'est quelque chose qui est relativement simple aussi à utiliser. On a créé des catégories en haut que vous voyez ici, qui sont en fait des catégories que les utilisateurs nous ont suggérées, et là où les gens cherchent le plus. Donc ça va être de l'actu, alors les archives, c'est les fameuses photos historiques, là elles sont toutes là, les célébrités, la culture, etc. Donc on voit qu'on dépasse largement le champ de la photo africaine, entre guillemets, classique. Là je vous ai mis volontairement d'ailleurs un défilé de mode au Sénégal, qui était très bien d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, on a sur ce fameux fond de 60 000 photos que vous avez qualifié de trésor de guerre, il y en a 18 000 déjà dans le fond, ce qui a représenté un travail colossal pour le mettre. Et en fait, on a un rythme d'environ 500 photos supplémentaires par semaine.
ce qui représente un travail archi tendu. Ce sont des documentalistes chez nous qui ont pris ça en charge, qui sont des gens que j'admire d'ailleurs pour ça, parce que c'est un travail vraiment complexe. Qui est intéressé par ça? On va avoir une centaine d'inscriptions. Alors le site demande de s'inscrire généralement pour avoir accès aux fonctionnalités. Donc c'est un site B2B encore une fois, donc il n'y a pas une notion d'audience, de référencement naturel, ce genre de choses. Donc on a une centaine d'inscriptions par mois environ. Sur les 12 premiers mois, on a généré environ 80 000 euros de CA. Et puis on a réussi à faire une dizaine de reportages, donc c'est qu'une dizaine de reportages ont été commandés. Ce qui était en fait ce qu'on avait annoncé dans le BP originel. On a une trentaine de photographes qui ont décidé de distribuer sur notre plateforme, et puis tous les jours on fait du militantisme, on va dire, pour aller leur expliquer pourquoi passer par nous, passer par cette plateforme, c'est un moyen de valoriser leur travail et de le vendre sur le continent africain. Voilà, je vous avais dit que je remettrais Stromae, donc je le remets. J'aime beaucoup cette photo parce que je l'ai mis d'ailleurs dans mon bureau juste pour... c'est le et après, en fait. Donc le et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, en fait, aujourd'hui, je pense que cet outil doit prendre un peu plus son envol. On a un projet qui, en fait, dans sa première vie, est extrêmement technique. On a fait beaucoup de travail technique. Et donc maintenant, il y a un projet qui démarre ou qui va prendre beaucoup plus d'envol, qui est un projet plutôt autour de la commercialisation. Donc une communication qu'on va volontairement orienter B2B, c'est-à-dire qu'on va aller prendre des contacts, on va aller sur le terrain, on ne va pas rester totalement au numérique, on va se montrer en vrai. Donc ça c'est important. On va également, moi j'y tiens beaucoup, faire quelque chose d'un peu plus communautaire et se mettre en avant le travail des photographes, mettre même les photographes en avant et leur travail, parce qu'en fait ces gens incarnent nos photos quelque part, et puis c'est une manière pour eux aussi de se valoriser. Les contenus éditoriaux, ça c'est quelque chose qu'on va faire. Alors assez bizarrement, on est très occupé effectivement, comme le disait Serge Michel, à refaire notre site. Et on a prévu un certain nombre de contenus éditoriaux qui s'appuient sur ces photos et qui seront naturellement des vecteurs pour exposer le travail de nos photographes. Moi, quand je fais de la photo, j'aime bien qu'elle soit un peu interactive, donc on va essayer aussi de faire réagir les gens. Je rappelle que sur Facebook, on a plus d'1 100 000 fans qui réagissent en permanence à ce qu'on fait. Et puis on atteint les presque 800 000 sur Twitter. Et ces gens-là, en fait, alors Facebook c'est gigantesque depuis l'an dernier en Afrique, et on a 30% de notre audience qui vient maintenant de Facebook en fait. Et c'est un excellent média pour aller exposer de la photo et en quelque sorte faire jouer les gens avec de la photo. Il faut savoir que les Africains, comme nous d'ailleurs, sont très intéressés par leur histoire, et le fait à chaque fois qu'on publie quelque chose à base de photos sur leur histoire, on a eu notamment un vrai carton d'audience sur Sankara, toutes les photos et toute l'histoire autour de Sankara, qui est une histoire merveilleuse par ailleurs. On a fait un véritable carton. Et le fait de rajouter des photos, au début on n'en mettait pas beaucoup, et bien ça a démultiplié en fait les réactions autour de ça. Donc on va évidemment continuer là-dessus. Et puis on va développer des choses qui sont un peu plus traditionnelles dans la vente, ce sont des études de cas, des témoignages d'utilisation, de reportages autour de nos photos. J'espère que je suis dans les 10 minutes. Voilà, donc j'ai fini. Vous pouvez aller le voir bien évidemment, vous pouvez vous inscrire, ça ne coûte rien. Vous pouvez aussi, c'est assez intéressant de parcourir l'histoire africaine à travers ces photos. Moi je m'y perds assez souvent. C'est très agréable. Et je crois que j'ai fini. Voilà. d'Irène avec WorldCrunch, et c'est vrai qu'on est sur une proposition qui est très différente. Là, on vient essayer de parler de propositions de valeur supplémentaires et de marketplace avec de la photo, avec un contenu donc différent du contenu d'origine de Jeune Afrique, même si c'était évidemment quelque chose qui était déjà dans les cartons chez Jeune Afrique. L'idée, c'est qu'à un moment donné, le numérique et une plateforme et un marketplace permettent de mettre tout cela en valeur. Pour WorldCrunch, la proposition elle est un peu différente, parce que finalement, l'idée, depuis le départ, depuis la création et le lancement de la plateforme, c'est justement de proposer du contenu traduit en anglais, du contenu original, du contenu et des enquêtes qu'on ne trouve pas partout, et de le proposer justement avec une excellente traduction aux anglophones. On va essayer de comprendre comment aujourd'hui, finalement, l'équipe de WorldCrunch essaie d'ajouter une nouvelle couche de monétisation, une nouvelle couche avec le fait de mettre en rapport directement les éditeurs et les créateurs de ce contenu et de ces enquêtes. En fait, on va plutôt parler de la distribution de nos contenus. En fait, le projet qu'on présente est plus lié à la distribution.
Donc le temps qu'on installe, je réexplique en 2 mots pour ceux qui seraient moins familiers avec World Crunch. Donc World Crunch, c'est en effet une traduction de contenu venant de titres de presse du monde entier, plutôt quasiment que des quotidiens, en anglais. Il se trouve que on est basé en France, on est une boîte française, mais mon associé que certains connaissent, Jeff Israeli, qui est un ancien du magazine Time, est un Américain. Donc l'idée, c'était plus, on est ici en Europe, auprès d'éditeurs de presse de très très bonne qualité quand même, malgré tout. Les titres de presse européens restent des références. Donc on a commencé par des accords avec des titres de presse en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout, etc. Et au fur et à mesure, on a augmenté la couverture, évidemment, pour qu'il y ait une couverture vraiment globale, donc avec des accords, avec des titres de presse en Asie, en Amérique latine, un petit peu en Afrique, mais justement, c'est très intéressant d'avoir le feedback, parce que le sujet de la presse africaine, c'est un vrai sujet. Donc là, on a moins d'accords. Et donc l'idée, c'était de se dire tous les titres, enfin le contexte économique fait que quasiment tous les quotidiens ont aujourd'hui un paywall, ou en tout cas ont un modèle metered model d'une certaine manière, et que finalement on va réinterpréter à la sauce 21e siècle tout simplement le co-branding et les goodies. Donc le papier, c'est très très classique. Quand on s'abonne à un titre papier, bon, on a des cadeaux. Et ben là, on s'est dit, il y a peut-être un moyen, un cercle vertueux à trouver, et donc d'aller voir nos collègues qui ont un paywall, et de leur dire, voilà, puisqu'on n'est pas concurrents, on n'est même pas sur les mêmes langues, etc. Nous, on vous propose que vos abonnés payants sur le web bénéficient d'un certain nombre de mois gratuits à World Crunch, puisque c'est absolument non concurrent. Mais au bout de ces mois, au bout de ces mois, puis il va y avoir un certain nombre de ces abonnés qui vont se transformer en abonnés payants, et on va partager les revenus. Mais pour ça, il fallait inventer une plateforme très facile, plug and play, qu'on a appelée PBP, et que je vais peut-être vous présenter dans quelques secondes. Et donc voilà. Donc nous, c'est plus dans comment faire pour convertir des deux côtés, aller chercher des abonnés, et en même temps que nos apporteurs d'abonnés bénéficient également de ce travail-là. Donc voilà ce dont je vais parler. Donc potentiellement, donc je commence par la fin en fait. Potentiellement, en fait, chacun d'entre vous, si vous est peut-être intéressé à faire bénéficier à son lectorat payant ou non payant, enfin c'est plutôt intéressant pour les lectorats payants, d'un certain nombre de mois d'abonnement à World Crunch. Bravo, super. J'ai assez bien meublé. C'est à droite ou... Ah ouais. Ok, d'accord. Donc, on va parler donc du Partner Benefit Program. Donc World Crunch, c'est donc offrir le meilleur du journalisme mondial aux lecteurs anglophones grâce à la sélection, la traduction en anglais et l'édition du meilleur du contenu de la presse internationale, avec des dizaines et des dizaines de sources, dont certains sont ici dans cette salle. On est très contents. L'objectif, c'est donc de permettre à des publications en ligne de pouvoir offrir du contenu World Crunch à leurs audiences, qui peuvent ensuite découvrir gratuitement l'offre World Crunch depuis les supports web et mobiles. Et donc l'idée, c'est de transformer ces visiteurs gratuits en abonnés premium, et auquel cas, bien sûr, World Crunch partage une partie des revenus générés avec les affiliés. Donc la chaîne de valeur, voilà, elle est assez simple. Le timing, donc c'était un projet qui a duré qui est en train de passer. Donc on a fini les développements techniques avec notre partenaire, et aujourd'hui on passe à la phase d'acquisition de partenaires. Donc on a déjà testé le partenariat avec des partenaires comme Le Temps en Suisse ou la Stampa en Italie, mais on voulait une certaine flexibilité. Donc certains de nos partenaires ont envie de faire vraiment une offre de co-branding avec des bannières, des emailing, etc. D'autres voulaient plus envoyer, enfin faire
passer par des systèmes type SSO, etc. Mais dans tous les cas de figure, ce qui était pour nous très intéressant, c'était de permettre d'offrir un dashboard à tous nos affiliés pour voir qui, parce que c'est aussi un outil marketing hyper puissant pour nos partenaires, qui chez nous, dans nos abonnés payants, s'intéresse à une offre super internationale, qui lit l'anglais, à terme qui transforme, bien sûr, mais ça donne aussi, c'est aussi des outils marketing assez puissants pour qualifier le type d'audience. Parce qu'en effet, pour Le Temps en Suisse, bon, on voit bien, Genève, c'est très international, qui sont les plus internationaux de nos lecteurs, sur quoi ils cliquent, etc. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'était de faire une offre gagnante-gagnante. Donc, j'ai mis quelques captures d'écran juste pour montrer la flexibilité de l'outil. Donc là, c'est vraiment une offre très plug and play en disant, bon, on est un partenaire, on est Le Temps. Comment on veut promouvoir cette offre co-brandée, cette offre PBP avec... alors, est-ce qu'on veut faire une bannière? Donc là, il y a dans l'outil possibilité de création de bannière. Est-ce qu'on veut faire quel type de campagne promotionnelle? Donc, lien général de partage, création d'images promotionnelles, emailing personnalisable, flux RSS par catégorie, embed des catégories plus populaires. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une plateforme très facile d'utilisation pour nos partenaires qui leur permettent à la fois d'obtenir plus d'infos sur leurs abonnés payants et de faire en sorte de les fidéliser, et également qui leur permettent d'offrir de découvrir WorldCrunch, qui est clairement non concurrent et qui est un complément très très intéressant pour leurs audiences. Donc tracking des inscriptions, moi je suis surtout rentrée dans l'outil, le back-office. Donc le back-office, c'est vraiment consiste à la mise en place du système d'affiliation, permet de pouvoir générer de manière automatique des liens pour le partenaire, puis de suivre les nouveaux utilisateurs en fonction de leurs sources et de leurs activités sur WorldCrunch. Donc chaque partenaire peut traquer pour chacune de ses campagnes le nombre de visiteurs qu'il a redirigés vers WorldCrunch, ainsi que le nombre de visiteurs qui se sont effectivement inscrits. Donc c'est vraiment un outil très très quanti et en même temps un outil de marketing assez puissant. Donc le KPI du partenariat, le nombre d'inscrits, nombre d'utilisateurs payants, date du prochain paiement, période de gratuité, partage de revenus. Donc tout ça avec une grande facilité d'utilisation. Et voilà. Alors le business développement. Donc là on rentre aujourd'hui dans cette phase puisque la phase technique est quasiment finalisée. On a déjà aujourd'hui une quinzaine de partenaires, mais qui étaient plus des partenaires tests qu'on voulait regarder, avec un taux d'activation déjà très encourageant. On a testé 2 types de partenaires au début. Là ici on parle de presse, mais en fait on s'est dit donc même le PBP ça voulait dire Publisher Benefit Platform. Et puis on s'est dit mais en fait, il y a aussi d'autres types de partenaires qui peuvent être intéressés. Et donc, quelque chose qui nous semblait assez facile d'emblée, c'était les alumni des universités, des grandes écoles, qui ont souvent des alumni dans le monde entier. Donc, on a 2 types de partenaires à ce jour, en test, des associations d'alumni et les éditeurs de presse européens et américains. Donc là, on voit la mise en place chez Le Temps, avec une promotion en homepage du partenariat. Expatica, qui est un site pan-européen s'adressant à des communautés d'expatriés. Pareil, donc là c'était une cible très naturelle. NRCQ, pour ceux qui connaissent. Et alors là, avec un overlay, donc plusieurs exemples de mise en place. Et donc potentiellement, j'invite tous ceux qui sont intéressés à faire partie du PBP à venir me parler, puisque c'est du revenu potentiel supplémentaire. Et en même temps, comment dire en anglais, un perk, un bénéfice, un goodie, enfin un cadeau, une incitation et un remerciement aux abonnés payants. Pour info, la Stampa a décidé de faire quelque chose un peu différent. Eux, ils ont fait une offre co-brandée avec en upsell dès le départ, en disant voilà, pour l'offre co-brandée WorldCrunch, la Stampa, on propose une offre un peu plus chère. Nous, c'est pas ce qu'on avait recommandé au départ, mais eux, c'est ce qu'ils veulent tester. Donc voilà. Si vous avez des questions. Absolument. On va justement passer aux questions. Je vais demander à Benjamin de nous rejoindre à nouveau pour pouvoir y répondre. Et peut-être que d'ailleurs, la première question pour Benjamin, c'est de répondre à celle de Serge Michel, histoire qu'on mette tout le monde d'égal à égal. Alors justement, c'est quoi la proposition de valeur différente entre Jeune Afrique et le Monde Afrique? Je pense qu'il y a une première différence, c'est qu'on est là depuis longtemps et on a accompagné les Africains depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est un média africain.
Ce sont des Africains qui ont, certes basé en France, mais ce sont des Africains qui font ce média. Serge a dit quelque chose de très vrai, on traite l'économie, le social, la politique, on fait moins de lifestyle, ce genre de choses-là. Ça change beaucoup parce que les gens bougent dans notre public. Facebook, j'en ai parlé, on a vraiment une énorme... beaucoup de gens nous découvrent, c'est très drôle d'ailleurs, toute une génération qui découvre Jeune Afrique, alors qu'avant c'était assez institutionnel, on va dire. Et ils le découvrent à travers Facebook, etc. Ils nous demandent plein de nouveaux contenus, donc ça nous fait évoluer également. Donc voilà, c'est les principales différences. Je ne reviendrai pas sur la partie un peu politique de l'affaire. Merci beaucoup. Une question pour Irène ou une question pour Benjamin sur leur nouvelle proposition de valeur. Évidemment, B2B, c'est ce qu'on aura compris de la façon dont eux se positionnent pour monétiser différemment. Une question, Mathieu, Stéphanie. Si, il y a des agrégateurs comme Pixplace notamment, et on y songe fortement. Moi, j'avais surtout envie que le projet quitte un peu le domaine de la techno et que déjà on fasse des choses bien avec nos propres... On a quand même une surface d'exposition qui est assez impressionnante avec le site. On a vraiment énormément d'audience. Elle a fait un bond de 80% en un an. Donc on va déjà utiliser ce côté porteur. Après, je pense qu'il faut de la proximité aussi pour aller vendre ça, parce qu'en fait, c'est du B2B. Mais très clairement, tout le système numérique, on ne va pas s'en priver. Normalement, on devrait pouvoir faire de l'agrégation et ce genre de choses. Une question de Serge Michel, justement. Comment vous faites avec le piratage ou l'achat d'images peut-être que quelqu'un peut l'acheter, mais ensuite vous avez la... Nous, on n'est jamais piraté. Non. Je souriais intérieurement et je me disais que j'étais pas tout seul donc à lire tous les matins nos articles sur tout un tas de sites que je ne citerai pas. On a d'ailleurs une politique assez active d'aller expliquer aux médias africains qui peuvent reprendre un certain nombre de choses, mais dans certaines conditions, et ça marche plutôt bien. Sur les photos, effectivement, on n'a pas encore ce phénomène, mais plus on va diffuser de la photo, plus on va la voir. J'avoue que j'ai pas de réponse toute faite à ça, autre que de contacter ces gens-là, de leur expliquer, de travailler avec eux. Je pense pas qu'une politique répressive soit très efficace, je suis même sûr qu'elle sert à rien en fait. Voilà, donc on a déjà le cas avec les articles et je pense qu'on va appliquer la même méthode. Donc on a notre rédactrice en chef, Élise Colette, qui prend du temps pour appeler les gens, pour leur écrire, pour leur expliquer comment deux médias peuvent travailler ensemble. Je trouve qu'elle a un taux de conversion assez étonnant, donc on va faire pareil. Vous avez un logiciel qui recherche les images similaires? Non, du tout. C'est un projet, voilà, on est quand même de petite taille, donc on n'a pas ce genre de choses là aujourd'hui. Une question. Deux questions, alors soyons fous. Alors déjà, il y a deux piliers, puisque tu connais un peu la Startup World Crunch, comme tu dis, depuis le début. Il y a deux piliers. Le premier pilier, qui est un pilier B2C, et en fait, on concentre finalement la stratégie B2C vraiment sur cette stratégie de distribution PBP. L'idée, c'est de se dire, on va pas aller pour acheter de l'abonné payant. Enfin, c'est une course qui est pas une course gagnante pour une start-up dans les news, puisqu'on voit que déjà les gros de la place, font des essais qui marchent ou qui marchent moins. Enfin, donc voilà. Donc la stratégie B2C, elle est vraiment concentrée sur se faire connaître par l'intermédiaire de nos partenaires PBP, qui eux-mêmes ont tout à gagner à se faire connaître parce que c'est des deals gagnant-gagnant. Et la stratégie B2B, qui était pour l'instant centrée beaucoup sur la syndication. Donc on a un deal avec le New York Times Syndicate qui revend nos articles à d'autres titres de presse et on partage les revenus avec nos sources. Donc ça, c'est sur la partie B2B. Et on vient de lancer un site qui s'appelle World Crunch Story Lab, qui sont des contenus
qui sont plutôt à destination des agences. Et donc on a ces trois piliers qui en fait se complètent assez bien. Et on voit qu'il y a beaucoup d'appétence sur ces trois segments. Simplement, sur le B2C, on a décidé de concentrer notre énergie sur les partenariats PBP, parce qu'on pense que c'est une manière très intelligente et assez innovante de pousser notre marque et de diffuser en fait finalement de manière différente les contenus WorldCrunch. Sur le mobile, c'est ça. Je vais juste dire, nous, pour le mobile, il y a une sorte de bataille qui a déjà été gagnée, je dirais cette année, si j'en crois les statistiques que j'ai pu bien cruncher. Pardon. On a entre 54 et 60% de personnes qui nous consultent sur mobile. Ça tient au fait que... Alors ça, c'est que le site mobile. Les apps... Tu me prends de court. Il me semble, enfin la dernière fois que je l'ai regardé, c'était en janvier, on devait être à 250 000 apps utilisées quotidiennement. Voilà. Alors il faut savoir que les applications, elles sont assez utilisées en Afrique, mais il y a un vrai problème de téléchargement en fait. Voilà, c'est juste ça. Mais il y a un certain nombre de gens notamment par exemple dans des pays comme le Maroc, qui ont un bon réseau où c'est utilisé. Mais ça peut être une barrière à l'entrée à l'information. Donc non, là c'est vraiment de la conso mobile. Et sur la balance, on va dire, hors Afrique et Afrique, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des Africains, parce qu'il y a la diaspora. Après la crise du Burkina, on est passé à 52% de trafic qui vient de l'Afrique, en fait. Je dirais que la bataille du mobile est plus dans maintenant comment on passe d'un modèle gratuit, entre guillemets, ou en tout cas basé sur la publicité, à un modèle, puisqu'on touche une forme d'élite, notamment à travers le business. Comment on va faire consommer ces gens-là, et donc là on va peut-être basculer dans du mobile un peu plus qualitatif, un mobile qui s'encombre pas de problèmes de réseau, etc., et surtout qui est fermé. C'est plutôt une notion de club, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Et puis il y a d'autres choses, parce qu'il y a des consommations tout à fait étonnantes pour nous en Afrique autour de l'achat mobile. Donc je regarde en ce moment effectivement cette partie-là. J'ai pas de master plan en tête pour l'instant, mais c'est très très intéressant, notamment en Côte d'Ivoire, ou dans des pays gigantesques comme le Nigeria, où ils sont extrêmement avancés et où ils ont tout un tas de startups qui font des trucs super là-dessus. Donc il va falloir que je me penche sérieusement sur l'affaire. Une dernière question, éventuellement, avant que je vous envoie vers un break bien mérité, après ces 2 premiers ateliers sur l'international. Donc on vote pour un break. Merci infiniment pour vos questions. Merci à Benjamin et merci à Irène.